Alors il y a effectivement deux indicateurs qui sont devenus extrêmement prééminents dans nos représentations de la richesse et du progrès. D'un côté le PIB pour la richesse et la croissance économique pour le progrès. Et ces indicateurs hégémoniques sont soumis à un certain nombre de critiques. Et je pense qu'on peut les identifier ces critiques autour de trois thématiques différentes. La première, c'est une critique qu'on appelle parfois une critique interne, mais qui est très importante et qui consiste à rappeler que la croissance économique est l'évolution du PIB en volume. Et cette notion de volume est une notion très abstraite en fait, mais d'une certaine manière, les statisticiens ont pour habitude de la calculer, cette valeur en volume, à partir de la valeur en euros ou en dollars qu'ils déflatent par un indice de prix. Or, cet indice de prix, aujourd'hui, dans le capitalisme contemporain, est devenu quelque chose d'assez compliqué à mesurer, d'assez délicat en tout cas. Cela pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'effectivement, le prix dans les services non marchands est quelque chose de relativement fictif qu'il faut reconstruire. Deuxième raison, c'est que les activités du PIB, les activités économiques, relèvent pour plus des 2/3 du PIB d'activités de services et que sur une bonne partie des activités de services, on a des difficultés à capter de manière rigoureuse ce que peut être l'évolution d'un indice de prix. Et troisième raison, d'une manière plus générique pour l'ensemble de l'activité économique, celle-ci est traversée par des innovations très en continu. Et ces innovations font qu'on peine à capter un indice de prix régulier et qui mesurerait la production, disons, à qualité constante. Toutes ces raisons concourent au fait que finalement la croissance économique, qui est l'évolution du PIB en volume, est quand même quelque chose de très très délicat, bien sûr conventionnel, mais très très délicat à mesurer. Deuxième type de critiques, qui sont des critiques plus contemporaines, j'allais dire, en tout cas plus récentes, et dont les principales, dont l'engouement autour de ces critiques remonte au début des années 1990 et porte au fond sur l'idée que le PIB, de plus en plus, est utilisé comme une approximation, en statistique on utilise le terme de proxy, comme une approximation de ce qu'est le bien-être. Et lorsqu'on utilise dans l'action publique, comme dans les médias ou dans l'analyse économique, le PIB comme proxy du bien-être, alors le PIB est soumis à de nouvelles critiques. Et parmi ces critiques, il y a le fait que le PIB est toujours la somme des valeurs ajoutées, et donc quel que soit le type de valeur ajoutée, celles-ci viennent toujours augmenter le bien-être, que ce soit des activités qui viennent réparer par exemple les dégâts écologiques ou sociaux liés à l'activité anthropique, que ce soit des activités de consommation de psychotropes, ou que ce soit, comme l'a fait récemment le Royaume-Uni en intégrant l'activité illégale, en augmentant les activités illégales de consommation, production de drogue ou de prostitution. Ça, c'est pour la deuxième critique. Troisième critique, plutôt externe, disons, c'est le fait que le PIB est un indicateur qui est complètement indifférent à l'évolution des inégalités. Et on peut très bien imaginer, comme ça a été le cas dans les années récentes aux États-Unis, voire en France, qu'une croissance économique positive, finalement, serve le 1% ou le 10% des plus riches, et sans que pour cela, le reste de la population ne profite des fruits de cette répartition de la richesse, ou des fruits de cette richesse et de cette production. Et puis, dernière critique qui a concentré une bonne partie des énergies contestataires autour de la croissance économique comme indicateur de progrès, c'est le fait que c'est un indicateur de flux, et donc il nous donne une vision finalement de l'activité, de la densité de l'activité économique à court terme, mais il ne dit absolument rien de ce que l'on peut appeler les stocks ou de ce que certains appellent les patrimoines, et qui sont finalement des richesses, au sens plus large cette fois, mais au sens de stock, sur lesquels finalement on vient puiser pour pouvoir avoir cette activité économique, ce flux d'activité économique à court terme. Et évidemment, les stocks auxquels on pense assez spontanément, ce sont les stocks environnementaux, voire pourquoi pas les stocks sociaux de patrimoine social, comme l'énonce par exemple Dominique Méda.
Troisième critique, celle-ci est beaucoup plus radicale en quelque sorte, elle consiste à renverser un tout petit peu l'argumentaire et à considérer qu'au fond, sans doute depuis plusieurs décennies, c'est bien la croissance économique qui est la cause d'un certain nombre de dégâts qui s'accélèrent et ce qui est souvent mis en avant dans celles et ceux qui mettent cette critique en avant, mettent en avant l'idée du changement climatique. Alors la place des inégalités économiques et sociales est tout à fait essentielle dans ces indicateurs alternatifs et devrait l'être ou doit l'être, et d'ailleurs l'est à vrai dire, pour plusieurs raisons. La première raison, elle est un peu instrumentale, mais après tout les économistes la mettent souvent en avant, donc je la reprends à mon compte, c'est que au fond, une société dans laquelle il y a de nombreuses inégalités engendre un certain nombre de coûts pour la société. Des coûts en matière de crime, des coûts en matière d'insécurité, des coûts en matière de frustration psychologique aussi, du fait qu'on n'a jamais accès à ceux qui ont plus. Donc ça, c'est un premier point, mais c'est une raison assez instrumentale. On pourrait ajouter d'autres raisons qui sont extrêmement liées à la question finalement de la soutenabilité, qui sont des questions qu'a par exemple très bien étudiées Éloi Laurent ou même Jean Gadret, et qui insistent sur le fait qu'il y a des liens extrêmement étroits entre les inégalités économiques et sociales et la question écologique. C'est lié au fait que les populations finalement les plus pauvres pâtissent davantage de la question écologique et des grandes catastrophes écologiques qui déjà se produisent sous nos yeux ou à venir, soit parce que ce sont elles qui en font les frais les premières, soit que la question écologique va nécessiter une augmentation des prix dans un certain nombre de domaines de la vie économique et qu'elles n'auront pas accès finalement à des biens plus durables si les inégalités économiques sont aggravées. Donc c'est une question essentielle. Évidemment. Maintenant, la question est comment mesure-t-on ces inégalités et comment ces inégalités sont intégrées dans un certain nombre de tableaux de bord. Les indicateurs qui sont généralement retenus sont des indicateurs, et que retient par exemple l'Union européenne, sont des indicateurs soit d'inégalité de salaire, soit d'inégalité de revenus, et très peu finalement d'inégalité de patrimoine, ce que par exemple réclame Thomas Piketty dans ses travaux déjà depuis une dizaine d'années. Et évidemment, selon que l'on braque le projecteur sur les inégalités de salaire, de revenus disponibles bruts ou de patrimoine, on ne raconte pas du tout la même histoire. Premier point. Deuxième point, évidemment, selon que l'on retient les deux extrêmes de la population pour les comparer l'une à l'autre, ou selon que l'on retienne des éléments un peu médians, on ne va pas non plus raconter la même histoire sur les inégalités. Et ça peut avoir parfois des incidences extrêmement importantes selon le choix de tel ou tel indicateur, y compris en matière d'évolution de ces inégalités, et donc on ne racontera pas la même histoire en matière de performance sociale autour des inégalités. Il y a d'autres manières encore de mesurer ces inégalités qui consistent à considérer que le revenu est insuffisant pour épuiser l'ensemble des questions qui relèvent des inégalités. Et c'est ainsi qu'on a vu se développer de très nombreux indicateurs d'inégalité sociale depuis une vingtaine d'années dans la littérature ou dans le débat public, promus à la fois par des organisations internationales ou par des associations ou évidemment par des académiques. Et parmi ces indicateurs, il y en a un qui me plaît particulièrement, c'est le baromètre des inégalités et de la pauvreté, qu'on appelle aussi parfois BIP 40, et qui a de cela de saisissant que si l'on met deux courbes, l'une en regard de l'autre, de l'évolution du baromètre des inégalités et de la pauvreté, qui est un indicateur multidimensionnel des inégalités et des pauvretés sur les territoires français, et quand on le met au regard d'un indice type D9 sur D1, interdécile, des salaires ou des revenus, dans un cas, le baromètre progresse de manière incessante des inégalités de la pauvreté, tandis que l'indice interdécile a plutôt tendance à se réduire au cours du temps. Donc on voit bien le contraste, non pas sur le fait que l'un serait plus vrai que l'autre, mais que, et ça c'est pour moi un point fondamental, tous les indicateurs macro-socio-économiques sont toujours des conventions sociopolitiques. Et donc le choix que vous faites de porter le regard plutôt sur les salaires, plutôt sur les revenus, plutôt avec ou sans protection sociale, plutôt sur le patrimoine, plutôt de manière unidimensionnelle en tenant compte que de la question monétaire, ou plutôt pluridimensionnelle en tenant compte d'un certain nombre d'autres inégalités qui peuvent d'ailleurs se cumuler, alors souvent
on ne raconte pas la même histoire du tout, du tout. Le choix qui a été fait par le CESE et France Stratégie, à ce stade en tout cas, j'espère que le gouvernement ira jusqu'au bout de cette décision un peu collective, c'est de retenir finalement en regard le salaire moyen des 10% les plus riches rapporté au salaire moyen, ou pardon, au revenu moyen des 10% les plus riches rapporté au revenu moyen des 10% les plus pauvres, qui me semble être un indicateur assez consensuel et sur lequel on peut déjà dire pas mal de choses en matière d'inégalité et en particulier alerter sur le fait que ces inégalités progressent en France depuis quelques années.